c'est peut-être des personnes que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure, je m'en excuse quand je suis arrivé. Donc voilà, les championnats ont déjà commencé depuis un certain temps. Je pense que vous avez vu qu'il y avait quelques modifications. Je ne sais pas si vous avez eu toutes les explications. Donc pour répondre un petit peu à la commande de Yann aujourd'hui, je vais vous présenter dans un premier temps les nouvelles règles qui sont appliquées dans vos championnats respectifs, d'accord, qui sont peut-être différentes d'autres championnats aujourd'hui. Je vais vous présenter également, parce qu'on l'a fait l'année dernière et on a trouvé que c'était plutôt positif, les consignes qui ont été données aux arbitres pour cette nouvelle saison. Et ça va me permettre de rebondir par rapport à la communication, les échanges qu'ils peuvent avoir entre les arbitres et les entraîneurs. On va se focaliser pendant la rencontre, d'accord ? Mais on pourra un petit peu déborder si on a le temps, mais j'en ai pas trop parce qu'on a déjà débordé au niveau de la présentation. Peut-être après la rencontre, d'accord ? Donc il y a quand même un cahier des charges, on va essayer de voir ensemble quand est-ce que vous pouvez intervenir, à quel moment l'arbitre va être un peu plus réceptif peut-être que sur d'autres périodes où c'est un peu plus compliqué pour lui. Voilà, donc l'idée c'est pas, je ne vais pas vous envoyer des slides et on ne va pas échanger. N'hésitez pas, vous de votre côté, à me faire part de vos différentes expériences, peut-être de la fin de saison dernière ou de ce début de saison. Je prendrai ces informations et nous, l'objectif c'est vraiment qu'on travaille ensemble, on travaille dans la même direction. Et je l'ai dit, et je le dis depuis déjà 3 ans, on est là au service du jeu, que ce soit vous ou nous, on est là au service du joueur ou de la joueuse. On est là au service du basket. Alors le message, ça va peut-être vous faire rire, hein, parce qu'on le répète en salle, et puis vous, sur le terrain, oui mais non, c'est pas possible, certains arbitres sont comme ça, oui peut-être, mais le message il est passé. D'accord ? Le message est passé. Il y en a peut-être qui l'ont reçu, d'autres qui l'ont reçu, mais qui ont une certaine personnalité et une philosophie du basket qui n'est peut-être pas la même que la vôtre. Voilà. Est-ce que ça vous convient, le déroulement de la séance ? Ouais ? Bon. Alors. Est-ce que vous avez reçu le PowerPoint des nouvelles règles? Ça vous est envoyé par David, il me semble, ou par la Ligue directement. Vous l'avez tous reçu? Non, pas tous. Ok, bon, on va voir. Donc on appelle ça modification du règlement, j'appelle ça plutôt ajustement de certaines règles. D'accord ? Il n'y a pas de réelle modification, vous avez pu le voir sur les terrains. C'est simplement un ajustement ou un éclaircissement sur certaines règles. L'objectif étant, et ça c'est une réelle volonté à la fois au niveau européen mais au niveau français, donc au niveau de notre ligue également, c'est d'essayer d'avoir le moins possible d'interprétation pour les arbitres. D'accord ? C'est ça qui est un petit peu frustrant, que ce soit pour les joueurs, les entraîneurs ou même pour la corporation d'arbitres, c'est les interprétations. Plus il y a d'interprétations, plus c'est compliqué et moins il y a de cohérence. Vous êtes d'accord par rapport à ça? Ouais. Donc, on essaye, et c'est pas facile, d'essayer d'évoluer dans ce sens-là. Bien. Alors, il y a des choses qu'on va passer rapidement, parce qu'il y a des choses, même moi, qui me font quand même un petit peu rire, mais bon, on va avancer les choses. Alors, dans un premier temps, le short doit se terminer au-dessus du genou. Ça, au niveau de l'application, c'est la même chose que le maillot dans le short. D'accord? C'est quelque chose qui vient. On ne veut pas des joueurs qui ont des shorts qui arrivent au niveau de la moitié du mollet. Voilà, tout simplement. Donc, si le short est en bas, on fait remonter, de même manière que le maillot dans le short. L'idée, c'est ça. Je ne connais pas votre point de vue par rapport à ça, mais c'est écrit noir et blanc dans le règlement à partir de cette saison. Il n'y a plus de numéros un petit peu
on va dire, spéciaux. Maintenant, les joueurs peuvent jouer de 1 à 99 avec la possibilité également d'avoir un maillot 0 ou double 0. On passe, c'est au niveau de la gestuelle des arbitres, d'accord? Bien, au niveau de la communication, vous allez sûrement voir sur, vous l'avez vu, pour éviter de laisser planer un petit peu le doute lorsqu'il y a un contact et une faute sifflée au moment de l'action de tir. D'accord? Je vous rappelle, action de tir, un joueur qui a arrêté son dribble et qui est en action continue vers le cercle pour tirer. L'arbitre, on a demandé dès cette saison qu'il se positionne très rapidement pour donner l'information aux joueurs, aux entraîneurs, aux différents acteurs. D'accord? Si la faute est sifflée dans l'action de tir, donc toujours la même gestuelle, le point levé, et derrière on doit donner l'information de la réparation. Ça sera 2 lancers francs. D'accord? Pour éviter le je siffle faute. Ah, il y a action, les joueurs, il y a action de tir, il n'y a pas action de tir. Je vais à la table, et à ce moment-là, j'annonce que le panier est rentré ou pas. D'accord? Donc là, c'est vraiment, on siffle faute, on donne action de tir. On siffle faute, on donne remise en jeu. D'accord? L'idée, c'est d'augmenter, d'accentuer cette communication pour éviter toute contestation possible. Alors après, il y en aura toujours. Hein. Peut-être que le joueur ne sera pas d'accord sur l'action de tir. Mais moi, j'ai décidé que c'était sur l'action de tir parce qu'il a arrêté. C'est pas moi qui ai décidé, hein, c'est parce que les critères, il a arrêté son dribble et il est en action continue vers le cercle pour tirer. Pas de questions par rapport à ça? Ça a été appliqué, ça? J'ai pas eu le temps d'aller voir un certain match de région, mais c'est appliqué, ça vous l'avez vu ou pas? Pas encore? C'est bien. J'ai eu des décisions après consultation, par contre. C'est bien ça. Longue consultation. C'est moins bien. Donc, la faute qu'on appelle hand-checking, c'est contrôle du joueur avec le bras au niveau du drive porteur de balle. Il n'y avait pas de gestuelle appropriée, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus sur ce type de faute. Donc voilà, c'est un petit peu les différentes gestuelles que vous allez pouvoir retrouver, si elles sont appliquées correctement, mais c'est un critère, ça reste un critère d'évaluation pour l'arbitre, d'appliquer la bonne gestuelle par rapport au type de faute qui est sur le terrain. Je sais que ça vous fait rire, mais c'est hyper important au niveau de la communication, que le joueur ou l'entraîneur sache quel type de faute il a effectué. Alors quelque chose que vous allez pouvoir retrouver, enfin ça c'est, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, on essaye d'allier à la fois la gestuelle et la table de marque avec la parole. Toujours dans l'objectif de surcommuniquer s'il y a besoin. Voilà. Que ça soit clair, que ça soit évident pour tout le monde, les tables de marque ne sont pas officielles au niveau de la région, mais d'allier la parole avec le geste, ça nous paraît beaucoup plus, ça nous paraît important pour qu'il n'y ait pas de confusion, pas d'erreur, pas d'opportunité qu'il y ait une erreur et qu'il y ait contestation derrière. Voilà. Alors ça c'est une information que vous avez dû avoir. Au niveau des temps morts, dans les 2 dernières minutes de la 4e période, d'accord, si vous savez que vous avez le droit à 2 temps morts en première mi-temps, je reviens un petit peu avant, c'est premier et deuxième quart-temps, et 3 temps morts en deuxième mi-temps. Okay, simplement, aujourd'hui, si vous n'avez pas utilisé vos temps morts dans la deuxième mi-temps, quatrième quart-temps, dans les 2 dernières minutes, il vous en reste que 2. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait 5-6 temps morts dans les 2 dernières minutes. Voilà. Oui. Les 2 dernières minutes, c'est le moment de la prise ou de l'acceptation? C'est au moment où l'arbitre siffle le temps mort. C'est-à-dire que si vous faites votre demande à la table de marque à 2-10, il reste 2-10 au chrono, et que le temps mort est sifflé à 2-0-0 ou 1-59, d'accord, il vous en restera que 2. C'est pas par rapport à votre demande, c'est au moment où le temps mort est sifflé. Ok? Là c'est pareil, l'arbitre doit venir vous voir à la fin du temps mort ou même au début. On n'a pas pour vous informer de ça. D'accord? Ça c'est nouveau. Même si il vous en parle au début ou pas, vous avez besoin d'avoir cette information-là. Pas d'autres questions ?
question pour les temps morts? C'est bon? Voilà, donc c'est l'explication que je viens de vous donner, ça répond à ta question. Une nouveauté sur toute faute technique, que ce soit joueur, entraîneur, banc, la réparation n'est plus de 2 lancers francs plus possession, mais elle est de 1 lancer franc plus la possession. Toute faute technique. Oui, ils ont changé cette règle. Je n'ai pas la réponse là. Si tu veux, nous on ne se pose pas la question parce que c'est pas quelque chose qui nous. Je reste persuadé que s'il fait une faute technique à un joueur ou à un entraîneur, c'est qu'à un moment donné, on a eu soit un problème de communication, soit un problème de jugement et on est responsable, soit le mec est complètement barjot, à ce moment-là, ben, on va le sanctionner beaucoup plus fortement et rapidement. Mais c'est pour accélérer, de lancer franc plus possession. Toujours l'objectif, c'est d'accélérer un petit peu le jeu et que ça soit un petit peu plus dynamique. Quoi. Pardon? Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de NBA. Hein. Au niveau de la zone de non-charge, mais il me semble que vous n'êtes pas concerné sur les championnats région. On était sur une règle qui n'était pas la même que l'NBA, et cette année, on est sur une règle NBA. Voilà, ça c'est nouveau. 2 fautes techniques joueurs, le joueur est disqualifié. D'accord, la saison dernière, il pouvait avoir 5 fautes techniques, alors ça paraît aberrant. Hein. Un joueur qui a 5 fautes techniques, c'est qu'à un moment donné, c'est des fautes de comportement, donc il y a un problème, mais il n'y avait rien qui était noté dans le règlement, le joueur pouvait avoir 5 fautes techniques. D'accord ? Aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à ce qui est appliqué au niveau de la faute antisportive. Au bout de 2 fautes techniques, le joueur est disqualifié. Il n'est pas sanctionné d'une faute disqualifiante, d'accord ? Il est disqualifié, c'est-à-dire qu'on répare la 2e faute technique d'un lancer franc plus possession, et le joueur ne peut plus faire partie du jeu. Et si un joueur a une faute technique sur le banc? Pareil. Normalement, elle est au banc, elle n'est pas au joueur. Oui, mais elle est comptabilisée à l'entraîneur. D'accord. Donc le joueur prend une faute technique sur le banc et 2 sur le terrain. Ouais. Sauf que l'entraîneur, 2 fautes techniques, il sort. Ok? Le banc, elle est attribuée à l'entraîneur. Oui. Non, mais oui. Il me semble qu'elle est nominative quand même sur le dos de la Elle est feuille. nominative, mais c'est une B1. C'est sous la responsabilité de l'entraîneur. Sur la feuille de marque, elle est inscrite B1. Elle peut être nominative au joueur, au dos de la feuille, mais elle est dans votre case. Vous êtes responsable des joueurs et de la totalité des personnes qui sont sur votre banc. Est-ce qu'elle rentre dans le quota des fautes? Oui. Du match et de l'année. Mais oui. Mais ça me paraît logique. Vous êtes responsable de votre groupe et des réactions. Écoute, là je peux l'entendre, il n'y a pas de problème, je peux l'entendre. Mais vous êtes responsable et vous avez une responsabilité, que ce soit des jeunes joueurs ou des joueurs beaucoup plus expérimentés, par rapport à leur comportement, sur le terrain ou sur le banc. Ça me paraît logique. Après, tout dépend pour quelle raison, mais vous êtes quand même responsable. C'est de l'administratif, d'accord? Donc, au lieu de marquer... Donc, un joueur qui est disqualifié, pardon, j'ai oublié, soyez pas surpris que si un joueur prend 2 fautes techniques, le joueur n'est pas sur le banc, il est soit dans le vestiaire, soit en dehors du gymnase. C'est la même chose qu'un joueur qui est disqualifié pour 2 antisportifs, ou c'est la même chose pour un joueur qui a pris une faute disqualifiante. D'accord? C'est les mêmes formalités. Donc, simplement au niveau administratif, ça c'est plutôt feuille de marque, on ne met plus un D, sachant que le joueur est disqualifié, on met un G, D, qui veut dire en anglais Game Disqualification, pour un joueur qui est disqualifié. Donc là on voit bien qu'il a pris 2 fautes techniques, une T1 sur la 2e faute, une T1 sur la 4e faute, une T1 pardon sur la 1re et sur la 4e. Le joueur est disqualifié. Vous avez des questions par rapport à ça? Non? On avance. Même chose pour la faute antisportive, on avance, d'accord? Important, une faute technique, un joueur à qui on siffle une faute technique et une faute antisportive n'est pas disqualifié. Parce que pour différentes raisons, une faute technique c'est une faute de comportement, d'accord? Sans contact.
Une faute antisportive, ça peut être une faute avec contact sur une contre-attaque, une rudesse, ou un joueur qui ne joue pas le ballon au niveau d'un contact. L'antisportive, elle est avec le lancer franc ou un seul? L'antisportive, elle est toujours soit un lancer franc, 2 lancers francs, 3 lancers francs. Tout dépend à quel moment il fait la faute antisportive. Si c'est une faute antisportive sur une action de tir et que le joueur ou la joueuse marque le panier, c'est réparé par un lancer franc plus possession. Okay. C'est marrant parce qu'on a déjà un exemple, on a reçu un rapport sur un match en tout début de saison par rapport à cette règle-là. Donc un critère sur la faute antisportive, uniquement dans les 2 dernières minutes du 4e quart-temps ou de toute prolongation, toute faute commise au moment où l'arbitre a le ballon dans les mains est antisportive. D'accord? Ça a été rajouté. C'est-à-dire que sur une remise en jeu, on avait dit tant que le ballon est dans les mains du joueur, s'il y a une faute défenseur, alors que le ballon est encore dans les mains du joueur qui fait la remise en jeu, elle est antisportive. D'accord? Maintenant, même si l'arbitre a le ballon dans les mains, ok, elle est antisportive. Mais je communique avec l'entraîneur Claude parce qu'on est en interaction, il y a des choses qui le font rire, donc moi j'aime bien. Non, ça vous fait réagir ou pas? Pas du tout, on s'en fout. Alors, on continue. Donc ça, c'est une reformulation du critère de la faute antisportive impliquant un contact qui, selon le jugement de l'arbitre, n'est pas une tentative légitime de jouer directement le ballon dans l'esprit de l'intention de la règle. C'est le critère de la faute antisportive, ne joue pas le ballon. D'accord? Alors, ça reste une interprétation, mais un joueur qui ait fait une faute, qui pousse un joueur dans le dos au moment où il est en train de tirer, il ne joue pas le ballon. C'est une faute antisportive. Un joueur qui essaye de contrer le ballon et qui effectue un contact sur l'avant-bras ou la main, on considère qu'il fait l'effort de jouer le ballon. Ce n'est pas une faute antisportive. D'accord? Un joueur qui fait un contact au niveau de l'épaule, c'est une faute antisportive, et au niveau du bras, c'est une faute antisportive. D'accord? Donc on considère que le joueur joue le ballon à partir du moment où le contact s'effectue dans la zone du ballon, et la zone du ballon va des mains jusqu'à l'avant-bras. Même si c'est sur la main qui porte pas le ballon. Un joueur qui arrache un maillot ne joue pas le ballon. Un joueur qui tire le short ne joue pas le ballon. Oui? Des fautes délibérées pour arrêter le chronomètre en fin de match sont... Super question. Alors ça, et on le voit, c'est clairement, il y a une adaptation, toujours par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, merci Antonio. C'est une adaptation au jeu, c'est-à-dire que nous on est là au service du jeu en faisant appliquer un règlement. Je pense que vous, entraîneurs, vous êtes là au service du joueur également, en adaptant certaines stratégies autour de ce règlement-là. D'accord ? Aujourd'hui, clairement, sur le haut niveau, et même au niveau du championnat de France, la majorité des entraîneurs demandent à couper les contre-attaques. Donc ça nous facilite le boulot, c'est-à-dire que tant que le joueur, dès qu'il y a un contact sur un début de contre-attaque, si le joueur est devant le porteur de balle ou sur le côté, la faute restera simple. La faute restera simple, tout le temps. Alors effectivement, hein, je pense que ça va évoluer assez rapidement parce que sincèrement c'est pénible, et pour les spectateurs et pour le basket en général, parce que ça coupe beaucoup les contre-attaques, ça coupe beaucoup. Mais elle n'est pas antisportive. Pour qu'elle soit antisportive, d'accord, il faut que le joueur soit considéré derrière et qu'il soit dernier défenseur, qui crée un contact pour couper la contre-attaque. Donc là, je pense qu'il y a un message important à faire passer aux joueurs. Ok, on coupe les contre-attaques, mais sous cette forme-là. C'est pas une consigne, hein, c'est dans le règlement, mais on en a parlé aussi sur le stage de début de saison.
Et ça me paraît important pour éviter toutes sortes de confusions, de réclamations ou simplement de problèmes. Toutes les erreurs qui impliquent le score, d'accord, le nombre de fautes, donc tout ce qui peut impliquer et ce qui peut impacter le jeu, on doit, c'est dans notre devoir, d'accord, d'arbitre, de corriger le plus rapidement possible. Et je vais même aller plus loin, lorsqu'on a une rencontre serrée, donc serrée au niveau du score et qu'on arrive en fin de match, si on a un problème de chrono, si on a un problème de numéro de fautif, on arrête le jeu tout de suite. Si tu viens d'encaisser un panier, d'accord, que tu prends un temps mort et que tu as la remise en jeu en avant, tu as 24 secondes. Parce qu'au moment où tu as pris le temps mort, tu avais une remise en jeu au niveau de ta ligne de fond. Ok? C'est bon? Sachant que les 14 secondes et les 24 secondes, au niveau de la région, il n'y a pas de chronomètre de tir. On n'appelle plus chronomètre de 24, je l'ai passé le 7, c'est chronomètre de tir. Donc ça c'est toujours pareil. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'arbitrer un match au niveau de la région qu'un match au niveau du championnat de France, où on a des chronos, on a des repères, on a pas mal de choses, quoi. Voilà. On sait déjà quand ça va changer au niveau régional? L'année prochaine, je pense. Mathieu? Oui. Attends, je vais répondre déjà à la première, et puis je répondrai dans le mail que je ferai passer. D'accord? J'aurai la réponse. Je ne veux pas dire de bêtises aujourd'hui. Je suis à moitié réveillé, là, donc je vous répondrai quand j'aurai tous mes esprits. Oui. Il reste 24 secondes de match. Tu montes la balle, tu arrives en zone d'attaque. Oui. Il reste 18 secondes. Le défenseur, il touche le ballon, il l'envoie en touche. Il reste 14 et donc il a la dernière possession. Donc tu montes la balle, d'accord, en zone avant. L'équipe qui contrôlait le ballon se fait chasser le ballon en touche. Donc la balle à la même équipe. C'est ça? Et il reste 18 secondes. Il restera 18 secondes. Il ne reste pas 14. Ok. Après, la règle des 14 secondes, elle est par exemple sur une violation de pied en zone avant. Si on est à 16 secondes à ce moment-là, on laisse à 16. Si on est en dessous de 14, on monte à 14. C'est ça, la règle. Et s'il y a une faute à 18 secondes dans le moment, oui. Il y a 18 secondes, il y a faute, mais c'est pas la quatrième d'équipe, c'est la troisième. Oui, remise en jeu. Ouais, 14 ou 18, même chose. La règle des 14 secondes, elle est appliquée quand le chrono est en dessous des 14. On n'applique pas en région, ça oui, non, mais c'était noté, la règle de 14 secondes, on n'applique pas en région encore. Ouais, mais les arbitres vous le disent, hein. Ils disent quoi? Ils l'appliquent. Ah, il y en a certains qui l'ont dit. Ouah, ils sont avant-gardistes, c'est des bons. Allez, les consignes. Comme ça va nous permettre un petit peu de rebondir sur la communication. C'est vraiment le sujet sur lequel je voulais aborder avec vous. Voilà, donc là, c'est vraiment le document que j'ai présenté sur la JAPS arbitre qui s'est effectuée début septembre. Donc là, c'est clarté. Là, je me dévoile, je me déshabille à vous. Je ne peux pas faire mieux. Bon, ça, on va passer rapidement, mais ce qu'on a répété, et vraiment ce qu'on répète, c'est au niveau de la tonalité des rencontres. Donc c'est compliqué, hein, entre déjà les différentes paires d'arbitres, entre un match à un autre. L'objectif, c'est vraiment de se rapprocher d'une cohérence sur un même championnat. D'accord? Par rapport à un même niveau de championnat. C'est très compliqué. Plus on se rapproche du haut niveau, plus c'est cohérent, même. Vous voyez des fois sur des matchs télévisés où il y a des choses qui se passent et vous dites mais c'est pas cohérent par rapport à ce que j'ai vu. Oui, c'est très compliqué la cohérence. Mais ça passe par siffler l'évidence. Et siffler l'évidence, c'est pas siffler ce que juste moi, petit arbitre de basket, j'ai vu et que personne n'a vu autour. D'accord? Un petit contact, une petite faute, une petite contestation. Voilà. C'est vraiment siffler ce qui apporte quelque chose au jeu et ce qui est évident. Et ce qui va mener à moins de contestations possibles. D'accord? Je répète, ce qui apporte quelque chose au jeu. C'est-à-dire qu'il y a certains petits contacts, alors ça va vous contrarier, mais il y a certains petits contacts, même au niveau de la prénate fille, garçon, excellence masculine ou excellence féminine, il y a certains contacts qui n'apportent rien au jeu.
certains contacts qui ne servent à rien d'être sanctionnés, même si vous avez le discours derrière en disant oui, mais au bout du 4e, on a des lancers francs. Ouais, super. Mais là, ça apporte rien au jeu. Ça apporte rien au jeu. D'accord ? Pardon ? Ça reste cohérent si c'est appliqué comme ça. Il y a des consignes, c'est tous les droits sur drive. Oui. On siffle. Sauf qu'il y a des petits contacts, comme vous dites, qui ne seront pas sifflés parce que vous considérez que c'est important. Il y a des consignes qui disent tous les droits c'est sifflé. Ouais. Il n'y a pas de déconsigne, hein. Il y a une consigne, on va la voir par rapport à ça. Et clairement, rien n'est noté comme quoi le contact au niveau du drive est interdit. Hein. Oh, c'est la révolution. Non, ce qui est interdit sur porteur, d'accord, c'est un contact continu. D'accord ? La prise d'information est toujours possible. Le bras tendu, c'est faute tout de suite. Si vous voulez qu'on fasse un point là-dessus, je veux bien, il n'y a pas de problème. Au niveau du drive porteur, hein, on parle du drive porteur de balle. Contact continu, on peut orienter où on veut comme ça. Même si je suis là, je peux orienter le joueur ou la joueuse où je veux. D'accord ? Ça, c'est faute. Dès que ça change la trajectoire du porteur de balle, c'est faute. La main, les deux mains, c'est faute. Voilà. Et là, il n'y a pas de prévention. Car ça doit être appliqué de la première à la 40e minute. Il n'y a pas de prévention là-dessus. Sur le jeu intérieur ? Dans le jeu sans ballon, par exemple. Oui. Déjà, il n'y a pas grand-chose qui est sifflé. Ouais. C'est pas évident pour tout le monde, puisque tout le monde regarde le ballon. Tout à fait. À l'opposé du ballon. Donc déjà, on n'en siffle pas beaucoup. Si ça vient dans ce qui n'est pas évident, là, c'est plus la peine de siffler. Parce que les gens qui bloquent sur les démarquages, qui ceinturent, c'est jamais sifflé. C'est évident. Ah si. Ah bah... Ce que tu viens de me dire là, c'est évident. Pas pour croire que non. Il faut croire que non. Non. Sans ballon, c'est rarement sifflé. Oui. C'est rarement sifflé, ouais. Mais ce qui ralentit une progression de phase d'attaque, d'accord, un décalage de niveau du timing sur des coupes, sur des curls, des choses comme ça, c'est évident ça. Et ça doit l'être. Alors après, tout dépend de l'expérience de l'arbitre au niveau du basket, tout dépend de sa philosophie, son approche. Ça, on peut pas faire grand-chose à part donner des informations et au niveau de la formation d'intervenir là-dessus. C'est très compliqué, hein. On n'a pas tous la même expertise du basket. Hein. Même dans la salle, là, vous n'avez pas tous la même expertise du basket. Vous ne faites pas tous la même chose au niveau des entraînements, vous n'avez pas tous la même demande. Vous n'êtes pas tous aussi pointilleux les uns que les autres. Voilà. Mais ça reste évident. Un joueur qui est stoppé sur une coupe, sur un système de jeu, hors ballon, il faut le sanctionner. Par un écran mobile, du fait qu'il soit accroché, ça c'est évident. Ça reste en évidence. Par contre, il faut que ça soit cohérent tout au long de la rencontre. Et c'est là où c'est plus compliqué. Donc adapter l'arbitrage aux besoins du jeu, pour moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez plein d'exemples au niveau de la cohérence, et je sais que vous n'êtes pas d'accord, enfin moi non plus, hein, je ne suis pas. Hein. Quand je vais voir certains matchs, il y a des choses entre le premier quart-temps, le deuxième, ou le premier, le troisième, premier, quatrième, c'est pas sifflé de la même manière. Oui. Quelles sont les consignes des arbitres sur les 3 secondes dans la raquette? Parce qu'il y a des arbitres qui disent des fois aux joueurs de sortir de la raquette parce qu'ils passent un peu trop de temps. C'est les consignes. Finalement, ouais, c'est la consigne, mais malgré tout, ça perturbe énormément le jeu parce que la défense doit en permanence s'adapter à ce moment-là qui est planté au milieu. Et jusqu'à combien de temps l'arbitre tolère l'évidence. Et combien de fois aussi le gars il fait ça 5 fois pendant le match et à chaque fois la défense est toujours obligée de s'adapter. Et quelles sont les consignes à ce niveau-là? Ouais, on les a données en plus, ça tombe bien que tu poses la question parce qu'on les a données. On nous a posé la question aussi en tant qu'arbitre parce qu'il n'y a rien de clair. L'évidence, c'est première chose, communiquer par rapport à ça. Rien n'est plus frustrant pour un entraîneur ou un joueur de siffler 3 secondes dans les premières minutes de match. Quoi. Enfin, moi, ça me paraît aberrant. Déjà, il faut savoir que toutes ces violations de temps évoluent énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on ne décompte plus la montée de balle des 8 secondes. D'accord ? On siffle quand le chrono des tirs affiche 15. C'est connu, hein, 24 moins 8, ça fait 15. D'accord ? Donc on est sur une latitude du temps qui est beaucoup plus importante. D'accord ? Remise en jeu des 5 secondes, il faut vraiment que ça soit des secondes pleines. Et quand on parle d'évidence, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5 et on siffle. D'accord ? C'est peut-être sur la 6e seconde, oui,
On va récompenser une défense qui est active et qui empêche d'être mise en jeu par une violation de 5 secondes. Les 3 secondes, c'est la même chose. Les 3 secondes, les consignes, d'accord, c'est dans un premier temps de communiquer avec le joueur. Si le joueur percute et assimile l'information qui fait l'effort de ressortir, ok, on a gagné parce qu'on n'est pas obligé de siffler. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, l'arbitrage, c'est pas que siffler. Et ce qui apporte aussi au jeu, c'est cette fluidité et ces enchaînements, quoi. C'est pas de couper à chaque fois le jeu par des violations de 3 secondes. Bon. Donc on prévient dans un premier temps, le joueur fait l'effort, la joueuse fait l'effort de sortir, super. D'accord. Si par contre, on est obligé de reprévenir dans un deuxième temps, on sanctionne. Il a eu l'information. L'information, elle est valable sur toute la rencontre. On ne va pas le prévenir à chaque fois. D'accord. Parce que je suis d'accord avec toi. Hein. Un joueur qui est proche du cercle va demander beaucoup de concentration et d'énergie pour les défenseurs. Souvent, on a une réponse des arbitres qui nous disent oui, mais je dois pas action de jeu. Non, c'est pas marqué action de jeu dans le règlement. Souvent, c'est la réponse des arbitres. Oui. Donc, s'il reste 6 secondes dans la raquette, oui, Il faut le sanctionner, c'est évident. C'est évident. 5 secondes, ça me paraît bien déjà. Pour un joueur qui est dans la zone restrictive pendant 5 secondes. La raquette, pardon. La raquette, c'est le. Oui, la raquette. Non, il faut que je m'adapte un petit peu. Non, 5 secondes, ouais, c'est bien. C'est évident. 3 secondes, c'est pas évident. Si on siffle réellement sur un joueur intérieur ou non, qui est dans la raquette, 3 secondes, il y en a tout le long du match. Parce que tant que le joueur n'est pas complètement sorti, d'accord, il suffit qu'il ait un pied en contact avec la ligne, il est considéré comme être in, hein, il est dedans. Hein. Ok. Mécanique, je passe, ça ne vous concerne pas, même si vous aurez les informations, je vous laisserai le lire, hein, mais c'est. Allez, on rentre dans la gestion, la communication, et là ça me paraît important de passer peut-être un petit peu plus de temps. Alors, au niveau de la gestion, que ça soit... je ne vais pas employer gestion, enfin, si c'est gestion-communication. Au niveau de la gestion, que ça soit au niveau des joueurs ou des entraîneurs, ce qui a été demandé, c'est qu'il y ait un contrôle préventif dès le début du match. Moi, ce qui m'insupporte en tant qu'arbitre ou en tant que joueur, quand j'étais plus jeune, ou ce que je peux voir au bord des terrains, c'est l'ignorance. C'est un entraîneur qui a une demande. Alors effectivement, hein, si le jeu est en train de se dérouler, c'est pas le moment opportun de demander quelque chose à l'arbitre. Mais si l'entraîneur a une demande, j'ai demandé à l'ensemble des arbitres de prendre en compte cette demande et d'aller communiquer avec l'entraîneur. D'accord? Moi, c'est comme moi, hein, si Yann m'interpelle dans la rue et que je ne lui réponds pas, je pense que ça peut commencer à l'énerver un petit peu. Et c'est votre cas quand l'arbitre ignore votre demande. Accessibilité, c'est un grand mot, mais ça reste compliqué pour certains arbitres. Vous avez tous une personnalité différente, ils ont tous une personnalité différente, une vision du basket qui est différente, d'accord? Il y a des arbitres qui sont beaucoup plus timides que d'autres. Il y a des arbitres qui ne vont pas venir communiquer parce qu'ils ne vont pas savoir quoi vous dire. Ça, il faut le savoir. Non, mais c'est la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte aussi ça. C'est-à-dire que vous avez un stress de résultat ou de performance, ou l'arbitre il a la même chose. Aujourd'hui, il est au service du jeu, que ce soit à tous les niveaux, d'accord? Il se doit d'être cohérent, il se doit d'être juste dans ses interventions, et il se doit d'être performant. Il se doit d'être performant, même si vous pensez que, ou ce que vous voyez, et je vous rejoins dans certains cas, que l'image que peut renvoyer un arbitre, c'est autre chose. Mais il se doit ça. Ça fait partie des devoirs de l'arbitre. Pour le joueur, encore une fois. Pas de discussion longue ou inutile. Ça me paraît clair. Quand vous avez une demande à faire à un arbitre sur une situation, d'accord, et que l'arbitre va vous répondre quelque chose, n'essayez pas derrière de parler de la situation qui s'est passée il y a 3 ou 4 actions. Clairement, vous avez une question, l'arbitre se doit d'apporter une réponse par rapport à cette question-là. Ça me paraît
Ça me paraît logique. Alors, ça c'est compliqué parce que dans la communication, l'arbitre, ce qu'il va vouloir, et c'est naturel, ou ce que vous allez vouloir, c'est que l'arbitre vous dise oui, vous avez raison. Ou que l'arbitre va attendre de votre part, oui, vous avez raison. Non, c'est pas ça la communication, au niveau des échanges qu'on peut avoir avec les entraîneurs ou les joueurs. Vous avez une question, il y a une réponse réglementaire ou basket, ça peut être une réponse technique basket, hein, que vous attendez, ça va me faire là. Après, vous avez fait le choix de sanctionner par un coup de sifflet ou de ne pas siffler, c'est autre chose. D'accord? Mais on a demandé clairement aux arbitres de ne pas aller voir le coach, de discuter pendant 2 minutes, et pour qu'à la fin, le coach dise oui, oui, c'est vrai, t'as raison. On s'en fout de ça. Ça apporte rien au jeu, ça. Vous le ferez après le match, quand on boit une bière ensemble à la buvette. Là, on peut discuter, oui, t'avais raison, effectivement, sur machin, ouais, mais pendant le match, on s'en fiche. Pendant le match, on s'en fiche. D'accord? Évitez les discussions systématiques parce que vous, peut-être que vous allez réussir à rester concentré sur votre rencontre, même si j'ai un doute, si vous êtes toujours en train de discuter avec les arbitres, même si j'ai un doute, et l'arbitre, c'est la même chose. Il ne va pas pouvoir se concentrer sur le jeu s'il est toujours à votre écoute ou en train de regarder si vous allez réagir ou pas. Donc, si je peux me permettre de vous donner un conseil, faites-le ponctuellement sur des situations qui sont importantes à un moment donné où le jeu est arrêté. D'accord? Je pense qu'il y a des moments clés, alors vous les connaissez peut-être ou on peut en discuter. Moi, ce qui me paraît peu évident, c'est au moment du temps mort, par exemple. Parce qu'au temps mort, vous avez 1 minute, à partir du moment où l'arbitre a sifflé, vous avez 1 minute pour parler à vos joueurs. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire quand un entraîneur ou un joueur me parle à ce moment-là, c'est de dire utilise ton temps mort, et puis à la limite, avant de reprendre le jeu, on en discute. Et généralement, il est oublié, comme ça, c'est passé. Donc sur le retour des temps morts, oui. Au moment où on siffle la faute, oui. Et clairement, l'arbitre, avant d'aller donner les informations à la table de marque, doit venir répondre à votre question, si vous avez une question, ou répondre à la question du joueur. D'accord? Donc on siffle, on dit direction de tir, vous n'êtes pas d'accord. On vient, et simplement, coach, je vous écoute, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais là, il n'était pas dans l'action de tir, il était en train de dribbler. Pour moi, il a arrêté le dribble. J'ai pris cette décision-là, je vous ai donné la communication, je vous ai donné l'information immédiatement, pour moi, il a arrêté le dribble. Il est sur l'action de tir. Et j'attends pas en disant, c'est bon, vous êtes d'accord avec moi? Non, j'ai donné l'information, mais j'y vais. C'est pas de la communication, ça? C'est de l'information. C'est de la gestion. L'information, c'est les règles. Ouais. L'information, c'est les règles. Donc à partir du moment où l'entraîneur conteste, ou le coach conteste, c'est qu'il quelque part, à un moment donné, il y a un enchaînement de choses. Ouais. Donc, on peut ne pas être d'accord avec... par contre, quand on sort la règle, oui, bon, c'est la règle. Mais quand c'est un enchaînement de choses qui ne sont pas concordantes, alors il faut se taire. Non. Non, pas spécialement se taire. Après, moi, après... Ça veut dire qu'à un moment donné, un arbitre peut se tromper. Il faut qu'il le dise. Il faut sans qu'il le dise. Non, il faut qu'il le dise. Alors, voilà. Il faut qu'il le dise. Mais il faut avoir un petit peu de cohérence si on parle de dialogue. Parce que si c'est pour dire, vous avez raison, il vaut mieux pas communiquer, je pense. Et non, justement, on n'attend pas de l'arbitre ou de l'entraîneur de dire vous avez raison. Sortir la règle, alors en moins qu'on est tous des ânes, des entraîneurs, mais je pense qu'on éduque des enfants ou des adultes. Donc on fait la passation de règles. Donc à un moment donné, je pense que si on est là en train de dire c'est pas juste, je pense qu'on a le droit d'écoute. Et le droit de dire à un moment donné tu t'es trompé. Oui. Bah, voilà. Donc s'il faut on se retrouve comme un gendarme et un civil, hein, c'est exactement pareil. C'est dénigrer la gendarmerie déjà. Parce que je pense qu'ils sont quand même à notre écoute. J'espère qu'il n'y a pas de gendarme dans la salle. C'est pareil. Vous n'allez pas... Non, je vais reprendre. Alors peut-être que le message n'est pas passé. C'est pas du tout ça. Hein. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais à un moment donné, ça veut dire que, je ne sais pas mes collègues, mais à un moment donné, à quel moment on va parler? Parce qu'au final, ça ne sert à rien du tout. Dans les moments opportuns. À rien. Parce que s'il se rend compte qu'il s'est trompé et qu'il se corrige parce qu'il a vu
Voilà. Si ça sert à rien, on communique pas. Donc je vais reprendre. Je pense que soit je me suis mal exprimé, soit j'ai pas employé les bons mots, donc il n'y a pas de souci, je vais reprendre. La première chose que je vous ai dit, c'est qu'on n'ignore pas. Donc ça veut dire déjà qu'à chaque fois qu'il y a une intervention, on doit venir écouter. Et c'est écrit là. Hein. Écouter, parler et partir. Partir, c'est pas fuir. Partir, c'est à un moment donné, on est obligé de stopper pour pouvoir continuer le jeu. D'accord, c'est ça. Si c'est parler sans entendre, si c'est écouter sans entendre, ça sert à rien. Je suis tout à fait d'accord. Donc ça veut dire écouter. Entendre alors. Entendre. Ok. Entendre. Si tu veux. Entendre. Mais pour moi, c'est hyper important. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pas vous qui êtes le centre de la partie, c'est pas nous non plus, c'est les joueurs. Voilà, c'est les joueurs. Et on travaille tous, on doit tous travailler par rapport à ça. Et on doit travailler dans le même sens. À un moment donné, vous n'êtes pas d'accord par rapport à une situation. Okay, si l'arbitre n'a pas le même ressenti ou la même chose, effectivement, ça va bloquer parce qu'au bout d'un moment donné, vous dites quelque chose et lui non. S'il le sait et qu'il vient vous voir, ok coach, je me suis trompé. Ah ouais, ça peut arriver. Ok coach, je me suis trompé. Effectivement, là, je suis complètement à la rue, j'ai pas couru, j'étais pas bien placé, j'ai pas pu voir. Ouais. Je vais faire gaffe. Mais laissez-moi la possibilité, c'est ma première erreur de la semaine. Laissez-moi au moins cette possibilité d'avoir une erreur dans le match. Non, je plaisante, ça c'est des outils qu'on utilise chacun. Vous êtes d'accord, c'est quand même un jeu de rôle. Hein. Parce que là, comme vous parlez, mais ça l'est. Comme vous parlez, c'est que vous avez déjà les réponses aux réactions de l'entraîneur. Moi je sais pas, mais si on applique une règle, on dit voilà c'est la règle, alors on dit, tout à l'heure vous parliez de 3 secondes, vous allez dire 5 secondes. Ok. Pourquoi on a écrit 3 secondes? Franchement. C'est une interprétation que vous faites. Mais je pense sincèrement que cette règle va disparaître. Non mais d'accord. Ça fait 20 ans que je suis dans le basket, les règles elles changent, elles n'arrêtent pas de changer. Je suis d'accord. Elles évoluent. Elles évoluent. Ok. Elles évoluent. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est quand même l'outil de travail de l'arbitre, des entraîneurs et des joueurs, c'est ces règles. Et quand on a un joueur qu'on doit lui expliquer, parce qu'il y a des joueurs qui comprennent tout de suite, puis il y en a, ils sont un petit peu durs, hein, faut arriver à le mettre, et il faut leur répéter et leur rabâcher. Et si à un moment donné, on est là avec une personne en face de nous, qui par moment fait autre chose, comment voulez-vous que nous, on soit crédibles vis-à-vis d'eux? Mais ça restera le problème, si tu veux, au début de mon intervention, j'ai dit qu'il fallait s'en approcher, ça restera toujours le problème, on a les mêmes problèmes chez les arbitres. Hein. Il y en a qui assimilent et qui évoluent assez rapidement, et il y en a d'autres qui non. Mais on a tous le même problème, ça reste la personnalité de chacun, l'expérience et la personnalité de chacun. C'est pour ça que les problèmes entre les entraîneurs et les arbitres, c'est jamais une histoire, c'est très rarement une histoire de règlement. On peut toujours parler avec... Ça resterait un problème de personnalité, c'est ça que tu veux dire? Pas forcément de personnalité, mais d'approche, d'image, de ressenti, de stress, de ce que dégage la personne. On peut toujours parler avec les bons arbitres. Parce que le bon arbitre, il est serein, il est sûr de lui, il sait qu'il tient son match, il tient les joueurs, il tient le coach. Donc il est capable à un moment donné de sortir du match, de discuter, de revenir dans le match. On peut toujours discuter avec ces gens-là. Mais ces gens-là, on n'a pas besoin de discuter avec eux, puisqu'ils sont bons. Ils nous sifflent bien, le match il est tenu, impeccable. Donc il n'y a pas d'embrouille pour parler. Avec les bons arbitres, on peut toujours discuter, c'est sûr. Donc c'est pas une histoire de règlement. Quand on sent que les arbitres ils sont pas dans le truc, ou qu'on voit des erreurs, ou ce que nous on interprète comme des erreurs, c'est là que ça commence à monter en pression, on s'agace, on s'énerve. Eux voient qu'on s'agace, qu'on s'énerve. Donc ça finit par mal tomber. Après c'est le ressenti de chacun. Moi je sais que avec l'expérience, soit j'utilise l'humour, d'accord, soit on essaie de contourner un petit peu le problème pour essayer de partir sur autre chose et d'essayer de couper court à la contestation. Je pense que vous avez aussi un rôle par rapport à ça, c'est-à-dire que souvent c'est brut de décoffrage, quoi. C'est-à-dire que vous allez hurler parce qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, mais enfin, est-ce que vous acceptez que nous on arrive et qu'on vous saute dessus? C'est cette réaction-là. Je pense qu'il y a une intelligence des deux parties où on peut trouver un terrain d'entente. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, la finalité, elle reste toujours la même. Ouais, oui, non, mais je pense qu'on peut apporter chacun de notre côté des plus-values pour essayer que ça se passe le mieux possible. Après, ça ne changera pas, peut-être que l'arbitre restera borné ou que l'entraîneur restera borné. Hein. Ça, on ne peut pas évoluer. L'objectif, c'est qu'on se rapproche
des choses un peu plus saines. Je vous donne juste un exemple, je te donne la parole après. Je vous donne juste un exemple. Par rapport à la communication. Après, c'est aussi d'anticipation et d'analyse. Hein. C'était à Nantes, je crois, la saison dernière, contre Rouen. Et je vois Philippe Da Silva qui commence à monter un peu en pression bon, pour des situations où on n'avait pas sifflé ou qu'on avait sifflé. À un moment donné, on a besoin de faire essuyer le terrain. D'accord ? Et moi, je le vois arriver. Donc j'étais en gestion de ça et je le vois arriver. Je savais qu'il allait me parler des situations qu'on n'avait pas arbitrées. Mais la première des choses que j'ai fait quand il est arrivé, je dis Philippe, ça t'embête d'essuyer le terrain parce que moi je le fais déjà à la maison, alors j'ai pas envie de le faire. Mais du coup, il était arrivé pour me faire passer un message, il était dans le dur, hein. Je le sentais, on est parti sur autre chose. Voilà, on est parti sur autre chose. Et l'objectif aussi des arbitres, c'est aussi de casser un petit peu ce risque de conflit qu'il peut avoir. Alors après, c'est de l'expertise. Hein. Là, on commence à être un peu plus expert dans la communication, dans la gestion. Mais moi, je fais passer ces messages-là aux arbitres, d'essayer donc de rester eux-mêmes, hein, comme ils sont dans la vie de tous les jours, et puis d'essayer de l'humour ou de autre chose. À un moment donné, il n'y a rien de plus stressant que de voir un arbitre qui vous dit vous voyez que le ballon est sorti, d'accord, vous êtes au niveau de la ligne de touche, là, l'arbitre il est à 15 mètres, il ne siffle pas la touche et il vous dit mais non, le ballon il n'est pas sorti. Ah, vous êtes là, vous voyez quoi. Ouais. Moi je vais donner un autre exemple, mais le début, c'est pas le même niveau, c'est sûr. Mais donc, il se passe la balle sort, l'arbitre indique que c'est mon équipe qui doit avoir la balle, il se tourne vers l'autre arbitre qui lui, je sais pas. Et suite à ça, il dit entre deux. Moi je dis mais pourquoi vous changez votre décision? Voilà la réponse. Je suis arbitre, je fais ce que je veux. Et la prochaine fois c'est technique. Et dans son visage, j'ai senti que là c'était mort, j'allais avoir la technique parce qu'il attendait que ça. Et j'ai eu la technique. Alors, sur une faute, j'ai eu des. Si ça c'est d'accord. Ouais, mais non, mais si tu veux, je pense que des exemples, vous en avez tous dans votre caisse à outils, là, vous en avez tous en pagaille. J'en ai aussi, on en a tous. Je suis là. Mais moi, si tu veux, ça je l'explique par un manque de confiance dans la gestion, ou un manque d'expérience. Après, je ne reviendrai pas dessus, hein, mais on les connaît, ceux qui ont une personnalité qui est différente que d'autres. On ne va pas demander que tout le monde soit soit homogène, hein. Tout le monde réagit comme il peut réagir ou comme il veut réagir. On essaie de continuer? Oui. Je voulais rebondir sur ce que dit Seb à un moment. Là. Attends, t'as un micro? Je vais parler de force alors. Sébastien a dit qu'on peut toujours parler. Non, c'est bon, tu parles pas, Franck, on enchaîne. Dis-nous. Sébastien a dit qu'on peut toujours parler avec les bons arbitres. Ça, c'est sûr, mais moi, je pense que l'inverse est vrai aussi. Il y a des coachs qui ont des discours incohérents. Ah, certainement. Et moi, j'en entends tous les week-ends qui me sortent des règles qui sont plus à l'ordre du jour depuis 4 ans. Donc, à un moment, il faut aussi que. Parce que là, sur certaines réflexions, j'ai l'impression que tous les arbitres, une bonne partie, ou sont des shérifs, ou sont incohérents. Mais l'inverse, c'est vrai. Donc, j'ai vu des situations où il y a eu des discussions avec des écarts de 70 points. J'arrive pas à comprendre comment on peut contester l'arbitre quand il y a 70 points d'écart. J'arrive pas à comprendre. Et après, moi, je connais pas tout. Franck, il a la double casquette. D'accord, c'est l'avantage. On le prend sur les stages arbitres, on le prend sur les stages entraîneurs. Comme ça, il a défendu les entraîneurs sur le stage arbitre, les gars, ne vous inquiétez pas. Il était là. Non, mais il a raison. C'est-à-dire qu'il y a des. Je pense qu'il y a des moments qui sont vraiment importants. Il y a des moments clés sur des rencontres que l'arbitre doit identifier. D'accord, et c'est des moments importants où clairement là, s'il y a des erreurs, je pense que vos interventions, elles sont crédibles. Il y a des moments qui sont moins clés sur des rencontres, soit sur des écarts de temps, soit... tiens, un autre exemple, Charles Ville-Mézières, donc, qui est coaché par l'ancien assistant de Monchot à Nancy, qui est Fred Hens. 1 minute 02 de match. Hein.
Deuxième faute sifflée par mon collègue, qui est une faute offensive. On la revoit la vidéo, il y a RAS, il hurle, il se manifeste, il hurle. Je vais le voir, je lui fais passer un message en disant attends, laisse-nous le temps de commencer la partie, on a 1 minute, tu réagis. Il continue. Et bien clairement, au bout de 4 secondes, je savais qu'on ne pourrait pas rentrer en communication. Donc là, j'ai dû le prévenir. J'ai dit, je te laisse donner un joker parce que sur ton intervention, là, ça mérite une faute technique. Mais si on doit revenir pour ce genre de réaction, tu seras sanctionné. Et ça, c'est pas opportun. Clairement, c'est pas opportun. Il y a des moments où je pense que vos interventions sont, comme je l'ai dit, crédibles et où on doit être plus attentif que d'autres. Et c'est pareil en tant qu'entraîneur, quand vous faites passer un message constant à un joueur ou une joueuse sur telle tonalité, à un moment donné, si vous faites passer un message plus important, que vous êtes sur la même tonalité, le joueur ne va pas comprendre. Ben, c'est la même chose. En match, si vous êtes tout le temps en train de contester, à un moment donné, on ne va plus en tenir compte. Ça, c'est d'accord ou pas? Non? Moi, je vais te donner un exemple. Dis-moi. Tu as une équipe où dedans, parce que moi, je veux bien qu'on interprète les paroles des gens. À un moment donné, dans les équipes, il y a des arbitres. Dans les équipes, il y a des arbitres. Et j'ai coaché des équipes où il y avait 4 arbitres dans mon équipe. Ouais. D'accord? Donc à un moment donné... C'est un avantage, ça. Ouais, peut-être. Ah ouais, tu pars déjà avec un avantage. Mais à un moment donné, il faut les faire taire. Parce qu'ils ne sont pas en train d'arbitrer, ils sont en train de jouer. Ça, c'est mon rôle, enfin, du moment. Mais à un moment donné, tu ne peux pas être pas à l'écoute de ce qui se dit en disant bah, attends, mais 4 arbitres, c'est 4 breaks, et les deux qui sont sur le terrain, c'est les deux bons. D'accord? Ça dépend comment c'est dit. Ben, voilà, tout est dans le langage, comment c'est dit. Mais après, si tu retransformes à la règle, c'est le règlement. Hein, on parle plus de dialogue, on parle de règles. Si c'est pas appliqué, tu peux dire que c'est pas appliqué. Après, tu peux être un très bon arbitre comme un moins bon si tu appliques la règle, il n'y a pas de raison que tu ne gueules pas avec lui, tout simplement. Et après, l'interprétation d'un enchaînement de choses, pour faire le fun du jeu, je laisse jouer parce que c'est agréable à voir, l'entraîneur il est preneur. Mais tu ne cites pas la première faute, le premier contact, tu laisses faire. À la fin, tu cites, tu dis, mais attends, pourquoi tu l'as pas fait au début? Et là, c'est que de l'interprétation. Et les gens, tu vas leur dire quoi? Le niveau de l'interprétation, je suis d'accord, hein. De toute façon, plus il y a d'interprétation, plus c'est compliqué. Parce qu'on a tous différentes interprétations. On peut être placé à des endroits différents dans la salle et on va interpréter différemment certaines choses. Hein. Mais bon, ok, j'entends que effectivement, un joueur, c'est un joueur, qu'il a un statut d'entraîneur, qu'il a un statut d'arbitre, qu'il ait différentes casquettes, un joueur reste un joueur. D'accord? Et il est considéré comme étant joueur. Et on doit le gérer comme étant un joueur. D'accord? Après, reste à l'arbitre. Moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai arbitré mon meilleur ami. Hein. Ben, c'est pas facile. D'accord? C'est pas facile. Il faut aussi prendre du recul et dire, ben non, ce match-là, je ne vais pas le faire, parce que je ne vais pas réussir à être performant comme je peux l'être sur les autres rencontres. Mais il y a d'autres problématiques qui rentrent en compte par rapport à ça, le nombre d'arbitres, il y a plein de choses qui rentrent en compte derrière. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la gestion de la communication? On en est où au niveau du timing? 5 minutes? Ok. Est-ce que vous considérez un arbitre comme un sportif ou pas? Ouais, il vaut mieux. Hein. Donc, alors, quand on entraîne des sportifs, on sait pertinemment qu'il faut une certaine qualité physique pour faire les choses, et qu'au bout d'un moment, quand ces qualités physiques s'amenuisent, il y a une part de lucidité. Yes. Comment peut-on donner 2 matchs consécutifs à quelqu'un qui est vraiment en surpoids, qui a du mal à courir? Je voudrais savoir pourquoi. Ouais, je vais te donner la réponse tout de suite. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'arbitres. Ouais, mais après, il y a un manque de lucidité. Hein. Tout à fait. Mais le jour où on aura réglé ce problème, et ça fait déjà quelques années qu'on se penche dessus, et c'est très compliqué de renouveler, et je pense que même si vous allez me dire, ouais, vous refilez les clubs, ont un rôle hyper important par rapport à ça.
Les clubs ont un rôle hyper important sur les écoles d'arbitrage. Pour moi, les écoles d'arbitrage, c'est ultra important. Je fais pas de la pub pour les camps, mais une formation d'une semaine, tous les jours pour un arbitre, c'est ce qu'il y a de plus performant aujourd'hui, au niveau de la formation. Et on est arrivé à un point de rupture, c'est-à-dire qu'on a annulé un camp de la Ligue parce qu'on n'avait pas assez d'arbitres. Ça, c'est un chantier, hein. C'est quand même un sujet qui est hyper vaste, mais aujourd'hui, clairement, on n'a pas assez d'arbitres. Aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas faire doubler un arbitre sur un week-end. Parce que derrière, si on ne fait pas doubler, pas de problème, hein. On va vous envoyer d'autres arbitres, ça veut dire des frais de déplacement en plus que si le match avait doublé. Et après, ça va être vous qui vont grincer un peu les dents. Ah ouais, mais attends, là ça va pas parce que ça coûte cher, quoi. Et ouais, mais à un moment donné, tous les problèmes, on doit les réunir et les examiner et dire quelle est la meilleure des solutions. Qu'est-ce qui apporte, qu'est-ce qui va le mieux. Là, on est hors sujet, hein, je ferme la parenthèse assez rapidement. Des questions sur la communication. Vous avez des remarques sur quel moment on peut intervenir? Est-ce que c'est opportun? Est-ce qu'on est crédible sur cette intervention-là? Ouais, je donne la parole à la prochaine. Question sur les préventions, sur les flogging. Oui. Moi, j'ai un joueur qui, pour les cartons, il se fait prévenir. Ouais. Pour les cartons, il se prend la technique pour le flogging. Ouais. Pas de souci, normal. Ça aurait été un autre joueur. Est-ce que la prévention est collective? Yes. C'est pour toute l'équipe. C'est pour toute l'équipe. Comme le comportement. C'est pas pour un joueur. S'il y a un joueur qui est prévenu pour un comportement, si on va prévenir l'entraîneur en disant attention, le joueur est prévenu, c'est valable pour tous vos joueurs, s'il y a une réaction d'un autre joueur, il prendra une faute technique. Après, à l'arbitre de mettre le curseur sur à quel moment on prévient ou pas. Franck? Oui, je voulais juste donner un chiffre par rapport à la cohérence de l'arbitrage. Tu en as parlé, tu as parlé du nombre d'arbitres. Il faut savoir aussi qu'on rajoute à ça le fait qu'en championnat régional, il y a 25% de matchs en plus depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a la catégorie junior qui a été créée et de plus en plus, on engage des équipes. Par exemple, en minime région, il y a 30 équipes en garçons, c'est un record. Et forcément, 40% d'arbitres en moins depuis 2 ans, je crois. C'est ça le chiffre. Pour rajouter plus 25% de matchs, 40% d'arbitres en moins. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour expliquer la cohérence de l'arbitrage. Dans les divisions, la moyenne d'âge, elle baisse considérablement. On a des jeunes qui ont 16-17 ans qui viennent arbitrer en excellence masculine. Et après, il ne faut pas se poser la question. On ne peut pas discuter de la même façon avec quelqu'un comme moi qui a 27 ans et quelqu'un qui a 17 ans. C'est pas pareil. Juste, je terminerai par... on va rééditer, même si ouais, si on n'a pas eu... ça n'a pas eu un franc succès parce que un manque de disponibilité. J'espère que c'est juste un manque de disponibilité. Mais l'année dernière, j'ai voulu mettre en place sur un samedi matin un module d'échange entre les entraîneurs de prénat, filles, garçons et les arbitres qui sont concernés par cette division pour pouvoir travailler. Je pense que c'est important à un moment donné qu'on travaille sur des situations type et qu'on ait les mêmes images. Donc il y avait un système, je voulais mettre en place un système de travail de clips vidéo par petits groupes. Pour information, il y avait 70% des arbitres qui ont répondu présent et 20% des entraîneurs. On avait envoyé un Google Doc pour anticiper, pour savoir les disponibilités. Donc on a dû annuler. Ouais. Que la prénat? Ouais, dans un premier temps. Dans un premier temps, je voulais les entraîneurs prénat de garçons, prénat de filles, avec les arbitres qui sont concernés par cette division, pour faire un travail de groupe, déjà pour pouvoir se voir, échanger, communiquer, et à la fois travailler sur des thèmes bien précis ensemble. Voilà. Donc je pense, je vous le dis, hein, comme ça vous avez l'information, on va essayer de remettre ça en place cette saison. Tu es sur la prénat à nouveau? Yes. Si c'est satisfaisant, on essaiera de développer un petit peu le truc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par rapport au calendrier sportif, c'est très compliqué de trouver des dates, et vous le savez très bien, pour pouvoir faire des formations. Donc ça restera sur les samedis matins. D'accord? C'est question pourquoi le BIM et le BAM ont été supprimés? Ouais, parce qu'on était arrivé, on a eu des retours comme quoi c'était un petit peu répétitif et que les arbitres amenaient toujours la même chose. Ça n'a pas été supprimé, c'est-à-dire que c'est à
Si l'arbitre veut faire le bim ou le bam, je ne sais plus, l'échange d'avant-match, il a l'occasion de le faire encore. Mais celui d'après-match, Celui d'après-match, je n'ai plus de questionnaire derrière. Non. On a réussi à sortir des thèmes sur lesquels on a travaillé sur les différentes formations. C'est l'objectif. Il y avait deux objectifs sur ce travail-là. C'était à la fois que vous rentrez en communication avec les arbitres en début de rencontre. Je pense que ça je ne sais pas si c'était positif ou pas, je ne sais pas exactement votre ressenti par rapport à ça, mais moi je reste persuadé que c'est hyper important. Qu'il n'y ait pas ce clivage entre on rentre en communication, la première communication qu'il va avoir sur le match, c'est soit le bonjour, soit derrière sur un conflit, quoi. Bon, je trouve pas ça très intéressant. Et le BIM nous a, ou le BAM, le BOOM, je ne sais plus, nous a permis à la fois d'avoir des retours sur les arbitres, et on a pu les sensibiliser sur certains comportements qu'ils ont eus, et nous, ça nous a permis un petit peu d'orienter nos discours par rapport à ça, mais à la fois de retirer toutes les pistes de travail qui sont ressorties, soit sur incohérence au niveau des marchés, ou sur des fautes antisportives, ou différents thèmes. Nous, ça nous a permis de travailler dessus sur la formation, en fait. Voilà, c'est l'objectif. On peut continuer. Ouais, on aurait pu. Surtout cette année avec les différentes... mais ça présente un travail important, et pour les arbitres, et pour les formateurs qui s'occupent de prendre les ressources. Voilà, ces retours-là, ne les faites pas à chaud, c'est jamais constructif, prenez peut-être un petit peu de temps, et puis le lundi, on est accessible par téléphone, soit Patrick, soit David, soit moi, à la Ligue. Voilà, vous avez nos coordonnées, c'est sur le site où on vous les fera passer. Merci pour votre attention et bonne continuation de votre stage. Merci Mathieu. Juste pour compléter ce que vient de dire Mathieu, vous pouvez aussi faire l'inverse, et c'est très bien. C'est-à-dire à un moment de dire, cet arbitre-là, il a été très bon. Et ça, on le sait déjà. Parce que c'est vrai on vit dans ce clivage entraîneur-arbitre. On peut aussi se dire des fois des gentillesses quand elles sont bienvenues, je pense que ça peut participer aussi un petit peu à faire avancer les gens. On n'avance pas que par la critique, on peut aussi avancer en disant effectivement il a été plutôt très bon. Voilà. Ok. Et l'inverse, je pense aussi doit être vrai.